ce matin de la journée mondiale de lutte contre le cancer, la première dame, Dr Malika Issoufou, a à cette occasion visité le Centre national de lutte contre le cancer. Le ministre des Transports était ce matin aux alentours de l'aéroport international de Niamey. Il est allé voir les installations anarchiques des populations autour des infrastructures aéroportières. Mesdames et messieurs, bonsoir. Retenez tout d'abord que le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a quitté Niamey ce matin à destination de Rabat au Maroc, où il participera du 5 au 7 février prochain à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone APF. Hama Amadou est accompagné dans ce déplacement de Ahmed Ben Hameda, député, M. Issa Kanga, secrétaire général de l'Assemblée nationale, et M. Moukela Moussa, directeur du cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale. Deux audiences au cabinet du Premier ministre, le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a accordé la première audience à une délégation du Oxfam, conduite par son représentant Marc Golding, que nous écoutons à sa sortie d'audience. Nous venons effectivement de rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et nous représentons Oxfam et l'objet de notre visite, c'est de voir ce que le Premier ministre et le gouvernement sont en train de faire pour le pays et de voir dans quelle mesure Oxfam peut contribuer à cette œuvre. Donc nous sommes dans le pays il y a une vingtaine d'années. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu rencontrer le Premier ministre. Nous parlons de développement à long terme, nous parlons de l'éducation, de la sécurité alimentaire, des droits des femmes et de développement des collectivités locales. Développement des collectivités locales pour qu'ils soient en mesure d'être redevables envers leur communauté et envers leur gouvernement. Le Premier ministre Brigitte Raffini a par la suite reçu une délégation de la Fondation Accent, une société informatique qui envisage d'investir au Niger. Son Excellence a bien eu le plaisir de nous accorder l'entretien aujourd'hui. Nous sommes une société d'informatique, nous sommes dans plusieurs pays en Afrique. Nous envisageons de venir investir au Niger. Alors on a voulu vouloir nous présenter au gouvernement pour montrer les projets que nous avons envie de faire, des projets qui vont créer des emplois, des projets qui vont nous permettre d'apporter notre petite pierre à l'édifice qui va reprendre le problème de NTIC que le gouvernement a fixé. Avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons évoqué les problématiques liées donc, à la cybercriminalité et comment on pourrait apporter notre édifice à la résolution de ces problématiques-là. Aujourd'hui, on voit s'étendre le développement de toutes les communications numériques et par là les communications Internet. Ces développements-là sont de plus en plus précis et de plus en plus importants sur le Niger. Alors comment est-ce qu'on apporte et comment est-ce qu'on sécurise ces communications, comment est-ce qu'on accompagne efficacement la sécurité des données qui sont transmises, la sécurité des portails à l'entrée et également à la sortie. Donc c'est un élément dont nous avons parlé avec le Premier ministre. Et également nous avons évoqué les éléments concernant les projets gouvernementaux. Ils sont très nombreux et donc l'idée était de savoir par où est-ce qu'il fallait commencer avec le Niger, où est l'état des lieux donc, de ces projets-là au niveau du Niger et ensuite quels sont les édifices ou quelle est la pierre ou les pierres que nous savons apporter à l'édifice entier pour le Niger. Donc voici en substance en fait les éléments sur lesquels nous avons discuté, dont nous avons parlé avec Monsieur le Premier ministre et j'ose espérer que ce n'est que le début donc, des discussions et il y a beaucoup d'autres initiatives que nous savons apporter également au Niger. Beaucoup de ces choses-là sont des réalités ou sont en train de se faire partout en Afrique de l'Ouest francophone particulièrement. J'en veux pour preuve des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Sénégal et des pays anglophones également comme le Ghana, où des structures ont été mises en place par le gouvernement afin d'accompagner exactement toutes les problématiques, afin d'accompagner plutôt le support aux problématiques liées au NTIC, des problématiques liées donc au gouvernement, à la cybercriminalité et à ces choses-là. La commémoration de la journée mondiale contre le cancer s'est déroulée ce matin au Palais des Congrès de Niamey, une journée placée sous le haut patronage de la première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de la lutte contre le cancer. Le lancement de cette journée a été effectué par le ministre de la Santé publique, compte rendu Guy Mathieu Tia et Mahamadou Adam. Le déplacement de la première dame Dr Malika Issoufou, marraine de la lutte contre le cancer, présidente de la fondation Tatali Hilali,
Ce matin, au Palais des Congrès, en compagnie de l'épouse du Premier ministre, chef du gouvernement, témoigne une fois encore son engagement dans la lutte contre le cancer au Niger, car le cancer tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Il est la première cause de mortalité dans le monde en 2012. Le cancer tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Je lance un appel aujourd'hui aux mères et aux pères que nous sommes de faire vacciner nos enfants, nos petites filles contre l'hépatite B et l'HPV. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, la vice-présidente de l'Alliance des ligues francophones, africaines et méditerranéennes contre le cancer, Dr Hadiza Jakou, présidente de l'ONG Tous Unis contre le cancer, a indiqué que l'ALIAM a été créée à Paris en octobre 2009 d'un commun accord avec les représentants de 43 associations issues de 24 pays francophones, dont le but est de promouvoir et développer la lutte contre le cancer. Selon le docteur Hadiza Jakou, en Afrique, on recense plus d'1 million de nouveaux cas par an et 45% des décès dus au cancer sont imputables à des infections virales endémiques et à l'usage répandu du tabac. Elle a ensuite rendu un hommage mérité à la première dame Dr Malika Issoufou pour les actions qu'elle ne cesse de mener à travers sa fondation Tatali Iyali contre le cancer. Nous sommes témoins de toute la mobilisation que vous faites depuis la création de votre fondation, notamment la convention avec la fondation Lalla Salma du Maroc qui a permis d'acquérir non seulement du matériel pour la prise en charge et le dépistage précoce, mais également les formations du personnel. Votre plaidoyer fort a également permis au Niger de bénéficier bientôt de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Pour notre part, il y a lieu de rappeler certains efforts de nos ONG associations nigériennes qui, depuis une décennie, ont permis l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi anti-tabac, la gratuité de la prise en charge des cancers féminins, la gratuité de la mammographie, des séances de dépistage de masse de cancer du col de l'utérus et du sein, des campagnes de sensibilisation sur les facteurs de risque en milieu scolaire, les campagnes de sensibilisation sur les facteurs de risque à l'endroit des groupements féminins, mais également des formations du personnel en dépistage des cancers féminins. Le cancer représente un problème majeur de santé publique et est l'une des principales causes de décès, avec plus de 13% de la mortalité mondiale. Environ 70% des décès dus au cancer surviennent dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. L'on estime que 12,4% des 804 millions d'habitants de la région africaine développeront un cancer avant d'avoir atteint l'âge de 75 ans. Le risque augmente avec l'âge et 90% des cas de cancer surviendront après l'âge de 40 ans. En agissant dès à présent, nous avons la possibilité de sauver annuellement quelques 100 000 vies d'ici 2020. Le ministre de la Santé publique a ensuite affirmé que même si la situation reste préoccupante, des avancées significatives sont enregistrées dans la lutte contre le cancer au Niger. Cette journée est une occasion de sensibiliser la population sur l'importance indéniable du diagnostic précoce dans la lutte contre cette maladie. Les thèmes choisis cette année est halte aux idées reçues. Il s'agit de trouver des voies et moyens pour dissiper les mythes, les préjugés et les fausses idées sur le cancer. Il est également l'occasion de réaliser un état des lieux, de parler d'une maladie encore taboue et de mettre fin à tous les clichés qui l'entourent. Au Niger, le cancer constitue un problème de santé publique. C'est pourquoi l'intensification de la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, hypertension artérielle, diabète, cancer, demeure une des priorités définies dans le plan de développement sanitaire 2011-2015. L'assistant devrait ensuite suivre 2 communications sur la situation du cancer du col de l'utérus et du cancer du foie au Niger.
La première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de la lutte contre le cancer, devait par la suite visiter le Centre national de lutte contre le cancer. Retrouvons Guy Mathieu-Tia et Mohamedou Adam. Juste après le lancement de cette journée, la première dame Dr Malika Issoufou, en compagnie de sa délégation, a visité le Centre national de lutte contre le cancer. C'est un bâtiment flambant neuf qui a été construit par l'État du Niger sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Le but étant d'assurer la prise en charge totale du cancer au Niger, notamment la radiothérapie et la chimiothérapie. La première dame a reçu toutes les informations sur les différentes étapes du traitement du cancer dans le centre. Je suis très contente. Je vois que là, le centre vraiment c'est en bonne voie, c'est aux normes internationales. Et bientôt, je pense qu'on va avoir un centre de référence dans la sous-région. C'est de remercier Madame la Première Dame et toutes les délégations qui l'accompagnent pour avoir pris de son temps et venir visiter le centre de lutte contre le cancer. C'est un centre qui est une fierté pour tout le Niger. C'est un centre qui va servir pour les populations nigériennes, mais au-delà. Au niveau de l'IEMOA, nous avons discuté entre le ministre de la Santé et il est convenu que le centre de lutte contre le cancer du Niger va être un centre de référence. Donc nous remercions la Première Dame, toute l'épouse du Premier ministre et tous les ministres, toutes les personnalités qui l'accompagnent. C'est une fierté pour nous. Une fierté à double titre. Nous avons 12 techniciens, des spécialistes, 12 spécialistes nigériens qui sont en attente ici au Niger, qui n'ont pas été poussés par la tentation pour aller ailleurs. Ils attendent la finition de ce centre pour commencer à travailler. Ils méritent notre attention, ils méritent nos félicitations. Ils peuvent aller dans d'autres pays, dans d'autres horizons, pour aller travailler et gagner beaucoup. Mais pour répondre à l'appel de son Excellence, Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ils sont restés au pays pour venir travailler, pour venir soigner les patients nigériens, les patients qui viendraient un jour au Niger pour chercher un traitement. L'autre source de fierté, l'autre point de fierté, c'est que ce centre répond aux normes internationales. Pour l'instant, il ne reste plus que le branchement de l'électricité et l'eau, ainsi que l'installation des appareils de pointe et l'équipement du Centre national de lutte contre le cancer, qui a une vocation sous-régionale. Cérémonie de signature à Addis Abeba en Éthiopie de l'accord de coopération bilatérale Niger-Éthiopie. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, et son homologue éthiopien qui ont procédé à la signature de cet accord qui vise, entre autres, à renforcer les relations bilatérales d'amitié et promouvoir la coopération économique, technique et culturelle entre les deux pays. Compte rendu, envoyé spéciaux Sadi Sanda et à côté Oglassam. Cet accord général de coopération entre le gouvernement du Niger et le gouvernement éthiopien a pour objectif de promouvoir la coopération et la solidarité sur la base du principe de l'égalité souveraine des États, de promouvoir et encourager la coopération économique, technique et culturelle entre les ressortissants en conformité à leurs lois respectives, mais aussi de renforcer les relations bilatérales d'amitié. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui était dans la capitale éthiopienne, dans le cadre du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement, a salué l'engagement de ce pays quant à l'organisation avec brio du 50e de l'Union africaine et la reprise de la liaison aérienne entre nos deux capitales, chose qui permettra de renforcer les échanges entre le Niger et l'Éthiopie. Nous nous réjouissons par conséquent du raffermissement des relations entre nos deux pays, promise à un bel avenir à travers la signature de cet accord qui permettra sans aucun doute d'obtenir des bénéfices mutuels dans les nombreux secteurs concernés par l'accord que nous venons de signer, que sont ceux de l'agriculture, la science, la culture, le commerce, l'éducation, la santé et j'en passe. Pour ce qui concerne la culture, qui est une question à laquelle je tiens particulièrement, il me paraît important d'accroître notre connaissance mutuelle sur nos deux pays, nos populations, afin que de part et d'autre s'intensifient les liens de fraternité, que les Éthiopiens et les Nigériens sachent qu'ils partagent une destinée commune. Ceci est extrêmement important dans le contexte d'aujourd'hui
qui est celui de la célébration du panafricanisme et de la renaissance africaine. Le ministre d'État a par la suite rassuré son homologue de la disponibilité des plus hautes autorités nigériennes à œuvrer dans le sens de la consolidation de la coopération bilatérale et à soutenir une action commune dans le cadre de l'Union africaine. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a pour sa part demandé à Bazoum Mohamed d'être leur interprète auprès du gouvernement et du peuple nigérien pour leur transmettre toute leur assurance par rapport à la coopération nigéro-éthiopienne qui demeurera, dit-il, dynamique. Cet accord de coopération qui interviendra dans les domaines prioritaires, à savoir la santé, l'éducation, l'agriculture et plusieurs autres domaines, permettra sans doute à nos deux peuples de s'épanouir. Cérémonie de remise de dons de semences et de produits alimentaires hier après-midi aux populations de la commune rurale de Bitinkogi. Cette action vise à apporter une assistance aux producteurs des aménagements hydro-agricoles victimes des inondations de 2013, mais aussi de contribuer à assurer la sécurité alimentaire de ces producteurs. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, qui a présidé cette cérémonie. Reportage Khadija Hassan et Abdou Sidikou. Cette action d'assistance s'inscrit dans le cadre des mesures envisagées suite au déficit céréalier et fourrager de la campagne hivernale 2013. Cette opération cible 5209 producteurs des aménagements hydro-agricoles qui ont perdu leur production de 1150 hectares suite aux inondations. Étant donné que les autorités de la 7e République ont fait du volet sécurité alimentaire un choix primordial, la remise de ce don à la coopérative de Karégourou, commune rurale de Bitinkogi, est un cas illustratif, a dit Madame le maire de cette localité. La cérémonie qui nous réunit ici entre dans le cadre du programme de renaissance de son Excellence El Hadji Mohamed Issoufou, président de la République. En effet, ce geste hautement significatif qui permettra aux bénéficiaires d'améliorer leurs conditions de vie traduit aussi la volonté du gouvernement de la 7e République. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, l'appui aux producteurs sinistrés des aménagements hydro-agricoles du bord du fleuve fait partie des engagements pris par le chef de l'État. Conformément aux engagements pris par le président de la République, chef de l'État, de mettre les Nigériens à l'abri de la famine et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus à travers la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'honneur m'échoit aujourd'hui de procéder à la remise de cet appui de 170 tonnes de riz et de pommes de terre aux victimes des inondations de 2013 au niveau de certains aménagements. Il faut dire que de ces 170 tonnes, 105 en sont de pommes de terre et comme je le disais tantôt, ces pommes de terre ont été produites dans la région d'Agadez et sont le fruit des cultures irriguées. Comme quoi, le président de la République n'avait pas tort en mettant les cultures irriguées comme priorité et comme préoccupation pour sortir le Niger de la famine, pour sortir le Niger des sentiers battus. La directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Kania Aïchatou Boulama, et le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Diabri, ont tous tour à tour expliqué en langue nationale la particularité et la valeur ajoutée de cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N du président de la République. Le président de la coopérative de Karégourou a saisi cette occasion pour évoquer quelques difficultés rencontrées par les producteurs et à saluer les efforts du gouvernement à travers les appuis à l'ensemble des communes du Niger pour le bien-être des populations respectives.
La Fondation Gouri Vimeur a procédé il y a quelques jours à la remise d'importants dons dans le département d'Ilela. C'est Mme Maharaz Hadiza, représentante de la Fondation à Tawa, qui a remis les dons au nom de la première dame, Haja Aïssata Issoufou, compte rendu Mohamed El Mokhtar. La présidente de la Fondation Gouri Vimeur, animée d'une volonté inébranlable, multiplie les gestes humanitaires au profit des services sociaux de notre pays. C'est ainsi que le CEG du village d'Andaji a reçu de la Fondation Gouri Vimeur 150 tables bancs pour mettre les élèves dans de bonnes conditions d'études. Son directeur exprime ici ses remerciements à la première dame, Hajia Aïssata Issoufou. Nous avons reçu 150 tables bancs de la Fondation Gouri. Et cela nous a permis à équiper 3 classes, et donc contenant chacune 50 tables. Voilà, donc nous remercions très sincèrement cette fondation pour cet appui, alors que nous en avons grand besoin à l'époque. Et l'appel que nous lançons actuellement à la fondation Gouri Vimeur, c'est de continuer à nous aider dans ce sens. Nous avons besoin d'autres choses encore, mais nous sommes conscients que cela va venir après, du fait que la Fondation Gouri Vimeur est en train d'aider les écoles, n'est-ce pas, dans son volet éducation. L'éducation et la santé étant intimement liées en ce qu'elles constituent les premières conditions pour le développement, c'est tout naturellement que la première dame, Hajia Aïssata Issoufou, après les dons au CEG de Dandaji, a remis un important lot de produits pharmaceutiques d'une valeur de 5 millions de francs CFA à la formation sanitaire du village. Au groupement de femmes, la Fondation Gouri Vimeur a donné une importante quantité de vivres, tandis que les femmes de Lela se sont vues octroyer par la Fondation de la Première Dame un jardin de 2 hectares pour s'adonner à des activités de maraîchage. Le ministre des Transports, Saleh Seydou, en compagnie de ses proches collaborateurs, était ce matin aux alentours de l'aéroport international de Niamey pour voir de visu les installations anarchiques des populations tout autour des infrastructures aéroportières. Reportage Hajar Baka et Tahirou Hassan. Cette visite effectuée ce matin par le ministre Saleh Seydou s'inscrit dans la droite ligne des actions entreprises par les autorités de la 7e République pour donner un véritable cachet au secteur des transports, aussi bien terrestres qu'aériens. Sur le terrain de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey, le ministre a constaté les restes des maisons démolies il y a déjà quelques mois. Des maisons, hélas, toujours occupées par les populations. Suite aux explications données au ministre et à sa délégation par les responsables sur place et face au refus des occupants de déguerpir, le ministre Saleh Seydou a affirmé que des mesures adéquates seront prises pour mettre l'aéroport international dans ses droits. Le gouvernement s'est engagé dans la modernisation de l'aéroport de Niamey. Et cette modernisation va se faire par des actions extrêmement importantes qui va de la construction d'une nouvelle piste à la réhabilitation de l'aérogare passager actuel pour que ça puisse servir au vol domestique, à la construction d'une nouvelle aérogare pour servir aux vols internationaux, mais aussi à l'aménagement des aires de stationnement pour les avions gros porteurs. Et surtout à beaucoup de commodités, telles que les voies de circulation, mais aussi à la construction d'une aérogare de fret que nous n'avons pas pour le moment. Et nous avons visité effectivement tout le pourtour de l'aéroport, qui fait actuellement 1400 hectares. Ça confirme ce que les techniciens ont dit, que nous pouvons quand même moderniser l'aéroport et réaliser n'importe quelle réalisation, n'importe quelle construction, ça peut tenir jusqu'à 50 ans. Et ces derniers temps, malheureusement, nous avons constaté que des individus mal intentionnés ont commencé à construire
dans l'enceinte même de l'aéroport. Cet acte, j'allais dire ces actes, ne peuvent pas être tolérés. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires, je dis bien toutes les dispositions nécessaires, pour que ces constructions s'arrêtent. D'ores et déjà, il faut souligner que la construction du mur de protection des infrastructures aéroportières a déjà commencé dans sa partie est. À ce sujet, le ministre a instruit les responsables pour qu'un accent particulier soit mis à la partie nord, qui constitue déjà un point faible pour l'aéroport. Il faut enfin souligner que dans le cadre de l'amélioration de la desserte aérienne du Niger, le gouvernement a entrepris plusieurs actions, dont entre autres la signature des accords aériens avec plusieurs pays d'Afrique et du monde, d'où une croissance déjà remarquable au niveau du trafic à l'aéroport international. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Habib Mahamadou Salissou, lui a présidé ce matin au Palais des Congrès du Niamey une réunion d'information et de sensibilisation sur le programme de construction de logements sociaux, une nouvelle approche qui vise à faire la promotion des logements sociaux, au Niger, compte rendu James Didier et Youssouf Suleiman. Cette journée de mobilisation, d'information et d'échange sur le programme de logements sociaux initié par le ministère de l'Urbanisme et du Logement a regroupé les acteurs de la société civile, les syndicats de travailleurs, les partenaires publics et privés, les banques, les opérateurs économiques, les sociétés immobilières, les personnes ressources. En somme, une nouvelle approche qui consacre le démarrage d'une véritable politique de l'habitat et de construction de logements sociaux. Actuellement, 5 projets devant permettre au total de construire 10 000 logements au niveau de Niamey et des autres chefs-lieux de région ont fait l'objet de la non-objection de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le montage financier ayant abouti au prix de cession par type, ainsi que les modalités d'accès à ces logements, vous seront développés tout à l'heure par les techniciens de la cellule d'appui aux partenaires publics-privés de mon département, ainsi que les banques partenaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce programme. Ici, je tiens véritablement à remercier Monsieur le secrétaire exécutif, c'est comme ça qu'on vous appelle, vraiment du partenaire public-privé. Il a fait beaucoup de choses, il est en train de nous accompagner dans ce domaine. Alors, il faudrait véritablement lui apporter toute notre gratitude. Il convient au demeurant de vous informer qu'il y a été prévu une très large participation de l'État en vue de rendre effectif le caractère social de ce logement. Cette participation cadrant du reste avec la philosophie du logement social définie comme, je cite, logement dont une partie du coût est à la charge de l'État, d'une collectivité territoriale décentralisée ou de toute autre institution publique et généralement destinée aux ménages à faible revenu. Je citerai aussi entre autres résultats enregistrés la finalisation en cours des projets de textes régissant la promotion immobilière et ceux relatifs à la création d'un fonds national de l'habitat, la finalisation en cours de la stratégie de financement de l'habitat social au Niger et la création très prochainement d'une banque de l'habitat qui ne constituerait pas, mesdames et messieurs les directeurs généraux de vos banques, mais qui va vous accompagner. On sera ensemble. Et l'acquisition foncière de 88 hectares en 2012 ici à Niamey. Outre la réalisation de tous ces projets de construction de logements sociaux, le ministère de l'Urbanisme et du Logement s'est investi également dans les opérations d'amélioration de l'habitat de certains quartiers à Niamey et dans les autres régions. Après la réhabilitation du quartier Yantalaba, des études de faisabilité réalisées sur les quartiers Gamkale et Saga soumises au financement de la Commission européenne, il a été programmé au titre de l'exercice budgétaire 2013 et reconduit pour 2014 les études préparatoires du projet de réhabilitation du quartier Berni-Zender, ce projet faisant partie d'un programme de réhabilitation des quartiers anciens des villes de Zender, de Maradi et de Berni-Kwani. Localité dont le projet de réhabilitation fera l'objet d'études de faisabilité au cours de l'exercice 2014. Il est important de noter au passage la mobilisation de 225 millions de francs CFA par la partie nigérienne et 480 000 euros par l'Union européenne pour le lancement de l'opération de Gamkale et Saga. Il a été également inscrit au budget d'investissement 2014 1 milliard de francs CFA par l'État et 100 millions par la ville de Niamey, monsieur le maire central, et programmé une contribution annuelle de la partie nigérienne de 600 millions de francs CFA pour 2015
et 2016. Pour les partenaires publics et privés et les syndicats, cette journée d'information sur le programme de construction de logements sociaux est une belle initiative qu'il faut saluer et encourager dans l'intérêt du peuple nigérien. Le rôle du partenariat public-privé est important dans la réalisation de tel ouvrage parce que, comme vous le savez, pour construire, il faut des moyens financiers. Jusqu'ici, l'État ne comptait que sur ses ressources. C'est ce qui explique la faiblesse des réalisations en matière de logement social. Aujourd'hui, avec le cadre du partenariat public-privé, nous avons créé un cadre qui permet à des partenaires privés, les banques en particulier, et même des privés nigériens ou étrangers qui ont des ressources, de réaliser des ouvrages publics. Donc les logements sociaux qui vont être réalisés en PPP, ce sont des logements sociaux qui appartiennent à l'État. Au niveau des travailleurs, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Nous nous sommes dit effectivement que c'est une occasion d'échanger avec le ministère en charge de la question de l'habitat pour faire des propositions. Parce que, comme vous le savez, nous avons quand même un compatriote à la personne de Moussa Abou qui a eu quand même à développer une technologie qui consiste à amoindrir le coût de l'opération. Et nous pensons aussi que, comme les banques sont là, l'État a quand même le devoir aussi de voir comment en fait, accompagner effectivement ces banques-là dans cette opération. Cette journée d'information a été sanctionnée par des échanges fructueux sur toutes les stratégies pour accompagner l'État à accomplir cette exaltante mission, celle de donner un toit à chaque Nigérien. Cérémonie de passation de commandement ce matin au niveau de la 521e compagnie de commandement d'appui et de services de DIFA. C'était en présence des autorités administratives et cadres régionaux, civils et militaires, compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Cette cérémonie de passation de commandement qui s'est déroulée dans une ambiance purement militaire placée sous la conduite du commandant du 52e bataillon interarmes de DIFA, le chef de bataillon Nafiou Issaka a vu la présence des autorités administratives et cadres régionaux civils et militaires, avec au premier rang le secrétaire général de la région de DIFA, M. Hassan Ardoïdo, qui avait à ses côtés le commandant de la zone de défense numéro 5, le colonel Moukaïla Sofiani, le premier vice-président du conseil régional, ainsi que les responsables des différentes unités. L'occasion donc pour le commandant du 52e bataillon interarmes de DIFA, en installant officiellement le tout nouveau commandant de la 521e compagnie de commandement d'appui et de service, le capitaine Mokhtar Adamou, d'indiquer aux officiers, sous-officiers et militaires du rang. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais comme chef le capitaine Mokhtar Adamou ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois de la République et le succès des forces armées nigériennes. Fermez les bancs. Signalons que le capitaine Mokhtar Adamou, qui vient donc d'être porté à la tête de la 521e CCAS FAN de DIFA, fut incorporé dans les forces armées nigériennes en 1978. En qualité d'appelé et après un brillant parcours dû grâce à son dynamisme et son abnégation au service, il obtint plusieurs diplômes et décorations qui lui ont permis d'occuper plusieurs postes de responsabilité au sein des forces armées nigériennes. Ajoutons qu'en marge de ce cérémonial, il a été procédé à la présentation du nouveau avion acquis par les forces armées nigériennes dans le cadre d'une coopération nigéro-américaine pour assurer l'évacuation sanitaire médicalisée, comme souligné par le colonel Bakou Aboubakar, commandant du groupement national des sapeurs-pompiers. C'est la première fois qu'en Afrique, ils mettent des avions de cette capacité-là pour les évacuations sanitaires médicalisées, donc par air, au profit de tout citoyen qui est dans le besoin sur le territoire de la République du Niger. Ce fut ensuite le tour à un membre de l'équipage d'expliquer amplement tous les aspects techniques liés à cet avion. C'est un avion qui est équipé d'un seul moteur. D'ailleurs, il fait partie des avions qui fait la fierté des États-Unis. Il prend une capacité de 1200 litres. Et avec ces 1200 litres, il a une autonomie de 6 heures de vol. La visite guidée et une série de démonstrations sur l'évacuation qui s'en sont suivies ont permis aux uns aux autres de cerner toutes les opportunités qu'offre désormais cet avion du programme d'évacuation sanitaire médicalisée.
Cérémonie de prestation de serment ce matin à Niamey du secrétaire général à la Cour des comptes. Au cours de cette audience, il a été rappelé au secrétaire général ses attributions et le rôle qu'il doit jouer auprès de la Cour des comptes, compte rendu Djouari Isiaka et Abdou Sidikou. L'audience de prestation de serment de M. Hamza Tchemogo, nommé récemment au poste de secrétaire général auprès de la Cour des comptes, a débuté avec le rappel du décret portant sa nomination, les critères de choix et ses attributions. Décret numéro 2014-025-PRN-MJ du 9 janvier 2014 portant nomination du secrétaire général de la Cour des comptes. Le président de la République, sur proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, décrète, article 1er, M. Hamza Tchemogo est nommé secrétaire général de la Cour des comptes. Fait à Niamey le 9 janvier 2014, signé le président de la République, Issoufou Mahamadou. Article 18. Le secrétaire général est choisi parmi les magistrats les plus anciens ou parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences en matière juridique, administrative relevant de la catégorie A1 du statut général de la fonction publique de l'État ou d'une catégorie assimilée et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de leur corps d'origine. Il est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de la justice. Avant de prendre fonction, il prête serment en audience publique solennelle sous la présidence du premier président. Le procureur général a rappelé ses fonctions et le rôle qu'il doit jouer dans cette administration. Monsieur le secrétaire général, donc vos attributions sont contenues principalement dans la loi organique numéro 2012-08 du 26 mars 2012 régissant la Cour des comptes et dans l'arrêté numéro 03 CDC du 18 janvier 2013 portant organisation et attribution des services du secrétariat général. Au terme de la loi organique régissant la Cour des comptes, précisément en son article 19, le secrétaire général assure, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs de la Cour. Il certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Au titre de l'arrêté numéro 003 CDC du 10 janvier 2013, le secrétaire général assure le fonctionnement des services administratifs et techniques de la Cour. Il s'agit en l'occurrence, pour les services administratifs, du service des affaires financières et du service des ressources humaines, pour les services techniques, du greffe central, du service informatique et de reprographie, du service de la communication et des relations publiques, du service de la documentation, des services des statistiques et des archives. Après avoir entendu tout cela, M. Hamza Tchemogo est appelé à répondre au premier président de la Cour des comptes. Devant les hommes, de bien et fidèlement remplir la fonction dont je suis investi, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois et règlements en vigueur, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Monsieur Hamza Tchemogo, la Cour vous donne acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que de tout, il sera dressé procès-verbal. Désormais, la Cour des comptes a un secrétaire général en la personne de Hamza Tchemogo et la cérémonie a pris fin avec les félicitations de la Cour et de l'assistance présente pour la circonstance. Abdul Elias Agali Direya, chef du groupement Touareg Temet, a été intronisé hier à Dabalak, dans le département d'Abalak. C'était à l'occasion d'une grande manifestation qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Tawa et de nombreux invités. Reportage Mohamed El Mokhtar et Laolissini. Le groupement Touareg Temet a été créé par décret en date du 12 mars 2009. Son premier chef, Al-Ghabid Ghali, a été élu le 27 novembre 2010. Il meurt le 24 juin 2012 dans un accident tragique de circulation. Le 16 mars 2013, son frère Abdul Riyas Aghali Di Raya est élu comme son successeur. La présente cérémonie consacre l'intronisation de ce dernier comme le deuxième chef du groupement Touareg Temet. Outre donc le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, l'on a remarqué la présence à l'occasion de cette grande cérémonie d'intronisation
de nombreux invités de marque, notamment le député national Yassine Mohamed, le directeur de cabinet du Premier ministre et du ministre de l'Élevage, le président du conseil régional Illo Adamou, de plusieurs préfets de la région, les élus locaux et un parterre de chefs traditionnels, au nombre desquels les sultans de l'Aïr et de Damagaram. Dans ce mot introductif, le président du comité d'organisation a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont fait le déplacement, notamment le gouverneur de la région Barmo Salifou, dont la présence illustre selon l'organisation combien les autorités de la 7e République, à leur tête Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, sont soucieuses du développement et du bien-être des populations. Quant au maire de la commune rurale de Tabalak, il s'est félicité des bons rapports qui existent entre le groupement Temet et les élus de la commune. Quelques cadres s'exprimant au nom du groupement ont pris la parole en cette journée mémorable pour faire un bref rappel historique depuis l'éclatement par l'administration coloniale de la Confédération Touareg Lumeden Kildinig suite aux événements de 1916-1917, donnant naissance à plusieurs groupements en 1922 jusqu'à la création en 2009 du groupement Temet. Une création considérée par les orateurs comme la manifestation tout court de la justice sociale à l'endroit des citoyens longtemps victimes d'exclusion sociale. Dans son intervention, le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, a transmis aux participants les salutations fraternelles du président de la République et du Premier ministre avant d'aborder quelques sujets de préoccupation nationale comme la paix et la sécurité. Avant de terminer son propos, le gouverneur a prodigué de sages conseils aux nouveaux chefs et appelé les uns et les autres à la cohésion et à la solidarité. La cérémonie a pris fin par l'intervention du chef de canton de Dogerawa au nom de ses pairs et l'enroulement du turban par le chef de canton de Tawa à l'honorable Abdul Riyas Ali Di Raya. 21 organisations de la société civile se sont réunies pour créer la Convergence pour la démocratie et le développement, CDD. Elles affirment soutenir le président de la République et le gouvernement dans le cadre des négociations entre le Niger et Areva, suivant la déclaration rendue publique. Soucieux d'œuvrer pour la consolidation de l'état de droit, de préserver et de défendre les principes démocratiques et de la bonne gouvernance au Niger, nous, organisations respectives, décidons d'unir nos forces en créant un cadre de réflexion et d'action dénommé Convergence pour la démocratie et le développement CDD. En abrégé, dans les objectifs sont de contribuer au renforcement de la démocratie et de l'état de droit, de défendre et promouvoir les droits humains, de lutter contre la corruption et l'incivisme, plaider pour une justice sociale, contribuer à la promotion des droits de la femme et de l'enfant, contribuer à des actions de développement, plaider pour des politiques de développement, notamment l'agriculture, l'éducation, la santé, qui répondent aux attentes réelles des populations nigériennes. Soutenir l'effort de l'État dans le processus de revalorisation de nos ressources naturelles. D'accompagner le gouvernement et les institutions de la République dans toute entreprise d'intérêt national. Ainsi, la CDD s'est réunie ce mardi 4 février 2014 en Assemblée générale extraordinaire en vue d'analyser la situation socio-politique et économique de notre pays, notamment qui lie la société Areva et l'État du Niger. Il ressort de cette analyse la déclaration dont la teneur suit. La CDD se réjouit des efforts des autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République et le chef du gouvernement d'avoir posé en premier lieu le principe de la renégociation des contrats qui lient l'État du Niger et Areva. À cet effet, la Convergence pour la démocratie et le développement apporte tout son soutien aux autorités de la 7e République pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. La CDD exige
de la société Areva le respect strict de la loi minière de 2006. La CDD invite tous les Nigériens à se joindre à nous et s'unir plus que jamais autour du président de la République et de son gouvernement afin de faire toujours prévaloir les intérêts du pays. Vive la République du Niger, vive la convergence, la lutte continue. Un atelier de formation des magistrats en matière de droit de la propriété intellectuelle a ouvert ses travaux ce matin à Kibiri. La cérémonie a été placée sous la présidence du secrétaire général du gouvernorat de la région. Reportage Moussa Jariri et Ibrahim Idrissa. Ce séminaire, le premier du genre, organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec le programme d'appui à la justice et l'état de droit PAGED 2, a regroupé une trentaine de magistrats venus des différentes régions de notre pays. Il a pour objectif de renforcer les capacités des magistrats du siège et du parquet dans la perspective de l'entrée en vigueur du traité sur les droits de propriété intellectuelle de l'Organisation mondiale du commerce OMC. 3 jours durant, les participants vont réfléchir et échanger sur notamment les éléments constitutifs des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, les procédures administratives, civiles et pénales prévues par les législations afin de leur permettre de garantir une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est régie par un certain nombre de dispositions de textes. Donc, ces textes-là doivent être appliqués en cas de violation des droits sur la propriété intellectuelle. Or, ceux qui sont chargés d'appliquer ces textes-là, c'est généralement les tribunaux, ça veut dire les magistrats. Ils sont chargés d'appliquer la loi. Donc c'est pourquoi cette formation concerne uniquement les magistrats dans le but de les outiller afin de faire face aux contentieux qui les seront soumis par rapport à ces droits lorsqu'ils seront violés. Après l'allocution de bienvenue du maire de la commune urbaine de Tibiri, Bala Al-Majir, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Maradi a, lui, souligné l'ampleur de la contrefaçon et de la piraterie des œuvres et produits commerciaux dans nos pays. La tenue des présentes assises procède de la volonté des autorités de la 7e République de garantir une meilleure protection des droits de la propriété intellectuelle, a conclu Yahya Godi. Le secrétaire général de la région d'Agadez a procédé jeudi dernier au lancement des travaux de construction d'un centre d'accueil pour migrants sur financement du ministère d'entraide italien à travers l'Organisation internationale pour migrants OIM. D'autres précisions avec un reporter Moussa Efalé et Mariko Ibrahim. Situé dans le quartier Azinde, dans la commune urbaine d'Agadez, les travaux de construction de ce centre d'accueil pour migrants sont financés à hauteur de 400 000 € par le ministère de l'Intérieur italien à travers l'Organisation internationale pour migrants OIM. Prévu pour durer 3 mois, les travaux de construction de ce centre confiés à l'entreprise Zango, une fois terminés, seront d'un apport indéniable pour les migrants qui transitent par Agadez. Il comprend plusieurs blocs, des hangars hommes et femmes, un commissariat de police, un bloc administratif, un bloc sanitaire et des latrines. Il convient de préciser que ce centre aura pour vocation d'héberger provisoirement les refoulés et non les migrants en partance pour l'Europe via Afrique du Nord. En donnant le coup d'envoi, le secrétaire général de la région d'Agadez, Adamo Halidou, a demandé à l'Organisation internationale pour migrants d'accompagner les refoulés dans le cadre des activités génératrices de revenus. Je tiens à préciser au nom du gouverneur de la région que la réception définitive du centre dépendra de la construction d'un commissariat à l'intérieur du centre. Un commissariat qui sera non pas pour uniquement le centre, mais pour tout le quartier. Nous allons demander à la coopération italienne et à l'OIM de faire en sorte que ces gens-là qui vont être refoulés, qu'ils puissent être accompagnés. Qu'ils puissent être accompagnés dans le cadre des activités génératrices de revenus, dans le cadre du développement, même ceux qui sont candidats à l'immigration. S'il y a une aide en leur direction, ça atténue un peu leur départ. Parce qu'ils sont occupés chez eux, il n'y a aucune raison
pour qu'ils puissent être candidats à l'immigration. Maintenant, à travers le programme de la Renaissance, il y a vraiment plusieurs activités qui puissent retenir ces jeunes-là. Ouverture à Dosso de l'atelier de formation des membres des partis politiques dans le cadre du projet Consolidation de la paix et de la gouvernance dans le Sahel. C'est le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zataou Ali, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier, compte rendu Salamatou Adamou et Moro Abdou. Après les régions de Difa, Zender, Maradi et Tawa, c'est le tour de la région de Dosso d'habiter la session de formation des membres des partis politiques dans le cadre du renforcement des capacités de leur structure régionale financée par le gouvernement japonais à travers le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et exécuté par les cabinets du Premier ministre. Il a pour thème consolidation de la paix et prévention des conflits. En effet, la cérémonie d'ouverture de cet atelier a été introduite par l'entonnement de l'hymne national, la nigérienne bien chantée par tous les participants. Une preuve éloquente qui témoigne l'attachement de ces membres des partis politiques aux valeurs de notre République. Ensuite, suivront les différentes interventions. Ainsi, dans son allocution introductive qu'il a prononcée, le secrétaire permanent du Conseil national pour le dialogue politique CNDP, M. Laol Kader, après avoir rappelé les objectifs visés par cet atelier, a mentionné que ce cadre permanent de dialogue politique dont s'est doté le Niger a fait ses preuves et a servi de modèle d'espace de concertation entre les forces politiques dans bien des pays de notre sous-région et même au-delà. M. Laol Kader s'est ensuite penché sur le présent projet intitulé « Consolidation de la paix et de la gouvernance dans le Sahel TICAD », qui a pour objectif la promotion des mécanismes de prévention et de résolution des conflits à travers le dialogue politique, social et la gestion non conflictuelle du foncier rural et vise surtout à favoriser l'éclosion d'une gouvernance de qualité au Niger par les biais d'un plus grand engagement citoyen en développant en amont les capacités des membres des partis politiques. Procédant à l'ouverture officielle des travaux de cet atelier, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zataou Ali, après avoir adressé ses vœux au CNDP à l'occasion de son 10e anniversaire, a souligné le rôle combien important que joue le CNDP dans le renforcement de la démocratie et la consolidation de la paix au Niger. C'est pourquoi, dira-t-il, les autorités de la 7e République ont décidé de redynamiser cet instrument de dialogue et de concertation entre la classe politique et le gouvernement afin de le rendre plus opérationnel et répondre aux aspirations de la classe politique nigérienne dans la recherche du consensus fort afin de garantir une bonne gouvernance et le respect des droits humains au Niger. Le gouverneur Seydou Zataou Ali a ensuite salué et félicité les secrétaires permanents du CNDP dans son rôle de coordination et de gestion de ces cadres qui compte aujourd'hui 108 partis politiques légalement reconnus. Occasion pour le gouverneur de réitérer ses vifs remerciements au PNUD pour ses appuis constants et multiformes au CNDP. Pour finir, il a invité les participants d'accorder une attention soutenue aux enseignements qui leur seront dispensés. Notons surtout qu'au cours de ces 2 jours qui durera le présent atelier, les membres des partis politiques seront sensibilisés et formés sur les thèmes tels que les notions de l'État, de la démocratie et des partis politiques, les concepts genre, la participation politique des femmes et les concepts de violence et conflit. Restitution et validation des schémas d'aménagement pastoraux. Tel est le thème d'un atelier régional dont les travaux ont débuté ce matin à Maradi et c'est le secrétaire général du gouvernorat qui a procédé à leur ouverture en présence des membres de l'unité de gestion du niveau central du programme organisateur, compte rendu Ibrahim Hassoumisso et Sanoussi Garba. Organisé par le programme d'appui à l'aménagement pastoral et de sécurisation des systèmes pastoraux sur le financement de la coopération technique belge, cet atelier regroupe environ 75 participants. Au niveau de Maradi, chef-lieu de région, sont invités le conseil régional, le gouvernorat, le code rural et au niveau de sa zone de concentration qui concerne les départements d'Adié, Gazawa, Madarumfomeyi et Tessawa, prennent part les préfets, les maires, les directeurs départementaux de l'élevage, les responsables des commissions foncières, la chefferie traditionnelle, dont un par département. C'est une rencontre de 2 jours. Il est bon cependant de rappeler que le programme d'appui à l'aménagement pastoral et de sécurisation des systèmes pastoraux, PAP-SSP, a comme objectif global l'amélioration de la performance du secteur de l'élevage au Niger, ce qui cadre parfaitement avec l'initiative 3N
une stratégie très chère aux plus hautes autorités du Niger, à la tête desquelles le président de la République, Issoufou Mahamadou. Depuis son lancement en avril 2011, a tenu à préciser le secrétaire général du gouvernorat qui procédait à l'ouverture des travaux. Ce programme a organisé des cadres de concertation dans les départements de sa zone de concentration et ces rencontres ont permis de cadres d'échange et d'expression des besoins en aménagement pastoraux, couloirs de passage, aires de pâturage. Elles ont été aussi l'occasion de mettre en évidence l'ensemble des besoins exprimés en termes d'infrastructures et aménagements pastoraux à réaliser au niveau de ces départements. Les études de faisabilité sociale et technique qui sont menées par la suite ont permis de confirmer ou d'infirmer les possibilités de la réalisation des aménagements sur les sites priorisés par l'atelier régional. En 2013, le programme a financé ce qu'on appelle le géoréférencement des besoins d'aménagement issus du CCD, le cadre de concertation, en vue de réaliser leur cartographie. Ce géoréférencement a été réalisé par les équipes départementales et communales ayant participé à tout le processus et maîtrisant les ressources avec l'appui de l'IGR, du programme et du SPR-CR. Les données recueillies à l'issue du géoréférencement ont été centralisées dans une base de données et les schémas d'aménagement pastoraux SAP ont été produits. Le secrétaire général a, pour terminer, adressé au nom du gouvernorat et de la population de Maradi et à son nom propre les plus vifs remerciements au Royaume de Belgique pour les multiples appuis qu'il ne cesse d'apporter aux vaillantes populations nigériennes. Maradi abrite également un atelier d'élaboration du plan d'action 2014-2015 des communes de convergence de Giratawa et de Guidan à Mouman, respectivement dans le département de Madarumfa et celui de Mayaï, organisé dans le cadre de l'initiative 3N, reportage Adin Al-Galas et Maman Oumour. Le présent atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative 3N répond à une nouvelle approche qui met les collectivités locales au centre du processus de programmation du système Nations Unies. Ce processus vise tout simplement à accélérer le développement économique et social et le renforcement de résilience des communautés. Toutes choses s'inscrivant dans la droite ligne des axes prioritaires de l'initiative 3N, dont les communes constituent aussi la porte d'entrée. Du reste, le programme Nations Unies au Niger en fait également des axes d'intervention pour le développement. Ces axes s'articulent comme il suit: la FAO pour le développement productif agropastoral et halieutique, le PAM pour l'éducation avec des cantines scolaires, la nutrition, la production et les achats locaux, le PNUD pour les AGR, DDR, la gouvernance locale, la paix et la sécurité. L'INFPE interviendra dans le domaine de la santé reproductive et la planification familiale. L'UNICEF portera ses actions sur l'éducation, la santé de l'enfant, la nutrition, la protection, la justice des mineurs, l'état civil et l'appui à la décentralisation. Il s'agit au cours de cet atelier d'élaborer des plans d'action pour la période 2014-2015 pour les communes de convergence de Dijaratawa dans le département de Adrumfa et celle de Guidan Amouman dans le département de Mayaï. Pour le représentant de l'UNICEF représentant les partenaires techniques et financiers, l'approche constitue en soi une opportunité qui s'offre aux communes et aux communautés d'harmoniser toutes leurs démarches de recherche de résilience. Ce qu'on cherche, c'est la synergie d'action, donc c'est la convergence programmatique et opérationnelle de plusieurs acteurs autour des autorités municipales qui retrouvent dans cette approche l'opportunité de voir leur plan de développement appuyé par les partenaires et qui voient la possibilité d'avoir pas aujourd'hui un puits par ici et demain un système d'irrigation par là et après-demain un système de santé ou un hôpital renforcé, mais essayer de travailler tous en même temps dans les mêmes lieux. Le haut-commissaire à l'initiative 3N, Alahouri Diallo, qui s'exprimait au nom du président de la République et du Premier ministre, a salué les uns et les autres et les a remerciés pour leur engagement pour l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N. Il a rappelé que la lutte contre l'insécurité alimentaire reste la première priorité des plus hautes autorités du Niger.
avant de préciser que l'élaboration et la mise en œuvre de l'initiative 3N traduit bien cet engagement au plus haut niveau de l'État et pour ce faire, les communes restent la porte d'entrée. Notre objectif est que l'ensemble de cette démarche soit développée sur l'ensemble des communes du Niger. Que nous puissions intervenir dans les communes de manière concertée, organisée, pour que nous puissions, comme j'ai dit, avoir de la synergie, mais surtout pour que nous puissions avoir plus d'impact. Pour que, dans les brefs délais, nous puissions assurer effectivement les conditions d'une sécurité alimentaire durable dans notre pays. Pour le gouverneur de la région de Maradi, Abdou Maman, la présente cérémonie représente un gage de partenariat stratégique du système Nations Unies pour le soutien de l'initiative 3N. Selon le gouverneur, elle dénote surtout d'une volonté agissante des partenaires à travailler ensemble sur la base des besoins réels des populations exprimés depuis le niveau local. Le deuxième vice-président du conseil régional, Salus Madougou, a lui salué ces partenariats pour exprimer sa satisfaction au nom des populations de la région de Maradi et de Djiratawa et Guidan Amouman en particulier. En prélude à l'Assemblée générale de l'Association des régions du Niger Areni, prévue pour se tenir les 8 et 9 février 2014, le président du conseil régional de Maradi, chargé de la communication de la dite association, a fait le point des préparatifs. Nous l'écoutons. Je voudrais rappeler à l'opinion que les conseils régionaux sont nés en 2011 à l'occasion des élections locales de janvier 2011 et pour la plupart ils ont été installés en juin 2011. Dès